Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Est-ce que vous avez jamais rêvé de tout quitter, de partir en bateau, loin de tout ? Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Éric Bellion, qui est un navigateur, un aventurier et un homme plutôt singulier, parce qu'il a osé intégrer dans ses équipes des personnes en situation de handicap, ce qui, dans la mer, se fait assez peu. Et en particulier, il a intégré une personne aveugle dans son équipage. Et il nous explique comment, en choisissant ces équipes atypiques, il est convaincu que leur différence apportait une richesse inestimable à ses projets. Éric, c'est un véritable pionnier qui défie les conventions. Il voit pas seulement la mer comme un terrain d'aventure, mais comme un espace de déplacement et de diversité. Il a participé au Vendée Globe, qui est la course à voile la plus exigeante au monde. Et il va nous parler du courage hors norme qui est nécessaire pour partir seul autour du monde, sans escale, sans assistance. Mais aussi de résilience. Et puis, il va nous expliquer comment il a apprivoisé sa peur, comment il a transformé la vulnérabilité en force, et il a puisé dans les leçons de ses équipages pour redéfinir sa propre vision du monde. Ces épisodes, il va vous embarquer dans un voyage exceptionnel où la mer devient bien plus qu'un défi sportif, c'est un espace de découverte humaine, un miroir de nos propres peurs, et un lieu où on tisse des liens profonds entre des personnes que la société parfois préfère ignorer. C'est une invitation à reconsidérer ce qui signifie vraiment le courage et à ouvrir notre regard sur la richesse de la diversité. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Éric. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Je demande toujours comment tu te sens. En fait, on m'a dit qu'il faut arrêter de demander comment ça va, il faut demander comment tu te sens. Comment je me sens ? Écoute, je suis bien installé, avec le dos bien calé, là. Je suis dans ton pied-à-terre. Exactement. Donc, en fait, je suis entouré de toi. Et je ne te connais pas. Exactement. On se connaît pas, mais on va faire connaissance, c'est ça qui est chouette. Je pense que, en fait, les questions qu'on doit te poser naturellement le plus souvent, il me semble, c'est ton amour pour la mer, le courage qu'il faut pour partir en mer. Qu'est-ce qui, à l'origine, t'a donné envie de prendre ces risques ? Parce qu'il y a aussi un rapport au risque, par définition. Bien sûr. En fait, tout est venu de ma chambre d'enfant, où en fait, je dévorais des livres d'aventure et principalement des livres de mer. Je me souviens que mon premier livre, c'était Hublot le chien matelot. Tu vois, c'est rare qu'on se souvienne de son premier livre. Effectivement. C'est un livre assez génial d'un petit chien qui cherche un moyen de voyager et il essaye l'avion, il essaye le train, il essaye la voiture et puis ça lui convient pas du tout. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vend un bateau, alors il décide de prendre ce bateau, il part sur ce bateau, il fait naufrage et puis il répare son bateau. Il renavigue et puis il découvre que c'est ça sa vie. Et écoute, je crois que j'ai bouffé tous les livres de mer possibles et imaginables. J'ai rendu fou le libraire de la rue de Montreuil à côté de moi qui savait plus quoi me donner. Et c'était avant Internet, donc à la fin, il trouvait des bouquins où il y avait un peu la notion de mer. Donc ça m'a permis de lire Le vieil homme et la mer, de lire, mais aussi Capitaine Fracasse, qui est pas du tout sur la mer, ou je sais pas, d'autres, ça va me revenir, mais des livres qui avaient peut-être le mot mer ou le champ lexical de la mer, mais ça m'a ouvert à la littérature. Mais bon, quand je suis devenu adolescent, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, parce que je trouvais que vraiment que ces hommes, il y avait beaucoup d'hommes à l'époque qui allaient en mer, pas beaucoup de femmes, mais que ces hommes étaient exemplaires et j'avais envie de vivre ce qu'ils vivaient, quoi. Et à 15 ans, quand j'avais du mal à supporter ma famille, adolescent, je suis parti dans une famille d'un de mes copains qui avait un petit bateau et j'ai commencé à naviguer, j'ai vu que j'adorais ça. Et puis, j'ai fait des études de commerce pour faire plaisir à mes parents. J'allais demander, parce que du coup, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé à C'est cet n'importe endroit quoi, c'est n'importe quoi. J'avais pas beaucoup d'imagination, et puis ma famille non plus. Alors, faire une école de commerce, donc j'ai fait une prépa, une école de commerce. Ça arrive à des gens bien. Comment ? Ça arrive à des gens bien. Ouais, c'est ton cas aussi. Écoute, ouais, et non, mais ce qui était génial, c'est qu'à la première soirée d'école, j'ai rencontré Brice et Hervé, avec qui je vais faire le tour du monde à la voile.
Et puis, à l'issue de ce tour du monde, je me rends compte que tout est possible si on s'en donne les moyens. Et j'ai encore envie de naviguer, j'ai encore envie de mer. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je suis devenu navigateur professionnel. J'aimerais bien revenir sur cette idée de pas quand on veut, on peut, parce que c'est pas forcément vrai, mais quand on se donne les moyens, on peut arriver à faire des choses. Parce que je crois que, alors, tous les gens qui nous écoutent vont pas faire le Vendée Globe, ils vont pas, tu vois, sans doute avoir ni le courage, ni la dextérité, ni l'expérience, tu vois, nécessaire pour traverser les mers en bateau. Mais par contre, il y a sans doute des leçons que tu as appris sur le chemin, sur la peur et le courage. Et ça m'intéresserait de creuser pour mieux comprendre et peut-être, je sais pas si aider les personnes qui nous écoutent, mais en tout cas leur donner des clés de ce que toi tu as appris sur le chemin, parce que j'imagine que c'est pas non plus un truc qui était inné en toi, enfin je veux dire, c'est pas du tout inné ce genre de choses, donc c'est forcément des expériences que tu as traversées et qui t'ont permis d'évoluer et de te prouver à toi-même que en fait on pouvait sortir de sa zone de confort, ou en tout cas élargir sa zone de confort. Ah oui, ça a été toutes les aventures que j'ai montées. Ça fait 25 ans maintenant que je monte des aventures maritimes. Toutes les aventures, je suis allé les chercher avec les dents. Rien n'est arrivé comme ça. Il a fallu tout construire. C'est des projets qui sont très complexes à monter. Alors je dis je, mais on est une équipe. Hein. Et donc, faut trouver des financements parce que naviguer, ça coûte très cher. Faut trouver des financements très importants. Il faut trouver aussi des compétences élevées parce que c'est de plus en plus complexe aussi. Et tout ça, ouais, moi, je me considère plus comme un entrepreneur parfois qu'un skipper, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, oui, en 25 ans d'aventure, surtout en ayant des aventures dédiées à la notion de différence, avec des équipes aussi complexes à gérer, ou parfois me retrouvant seul sur l'océan, notamment là sur le Vendée Globe. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, la vie m'a enseigné beaucoup de choses et elle a encore beaucoup de choses à m'enseigner encore. Ça, je suis sûr. Ouais. Tu peux nous expliquer, on va revenir sur la peur et sur le courage, etc. Ouais. Mais toute cette notion de diversité, c'est lié à ton père, si je ne me trompe pas. Ouais, je l'ai su plus tard, mais avec le recul, ouais, j'ai découvert que j'avais fait tout ça pour mon père, quelque part pour le venger. Oui, en fait, j'ai un père qui est bègue. Alors, si tu le rencontres, tu le verras pas parce qu'il est en contrôle. Et donc, il maîtrise son bégaiement. Il a beaucoup travaillé pour ça, de façon assez incroyable. Et très tôt, j'ai été marqué par ces témoignages de la cruauté de son environnement. Tu vois, quand t'es bègue... oui, c'est bon, on a compris, allez. Ouais, tu vois. Et forcément, étant petit garçon, voir son papa mis dans une case qui est un peu la case du débile, tu vois. C'était très violent pour moi et j'ai eu donc assez rapidement la haine des cases. Je déteste qu'on mette les gens dans des cases. Et donc, en fait, j'ai voulu comprendre... qui sont les autres, quelle est ma relation à l'autre. Donc quand j'étais en école de commerce, j'ai rencontré Brice et Hervé avec qui je suis allé faire le tour du monde. Brice avait 2 cousins handicapés, Romain et Clément. Il y avait toute une association de parents, de familles de personnes handicapées qui créent leur propre centre de vie. Et donc on a fait un tour du monde à la voile où on les invitait 5 par 5 dans des escales qu'on montait entièrement. Et tu vois, c'est le destin. Moi, je connaissais pas de personnes handicapées, ça m'intéressait pas, mais j'avais quelque part, j'étais attiré par cette aventure parce que il y avait le handicap. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe avec les personnes handicapées dans notre société ? Pourquoi on les paye à rien foutre chez eux ? Pourquoi on les pousse pas du tout à venir dans nos organisations, les entreprises ? Et je me suis dit, de toute façon, si on fait pas ça, c'est qu'on veut pas d'emmerdement, parce que forcément, avoir une personne différente, ça veut dire, bon, c'est bon, j'ai déjà suffisamment de problèmes dans ma vie, je vais pas en avoir un supplémentaire, donc si je peux faire un chèque pour m'en débarrasser, c'est pas mal. Et je dis on, parce que moi, je suis complice aussi du truc, parce que c'est la société dans laquelle on vit, et voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire un record à la voile, un truc qui est fait uniquement pour des marins professionnels qui font de la gym depuis qu'ils sont nés, et je vais montrer qu'en étant un équipage de sportifs valides et handicapés à parité, on pouvait faire une performance extraordinaire.
Et donc, on a été le premier équipage au monde, sportif valide handicapé, à avoir un record de course au large, un record à la voile, entre l'Orient et l'île Maurice. Et cette aventure a été extrêmement dure. Moi, j'ai mis 1 an à m'en remettre intimement. Je me suis pris des claques énormes, j'ai divorcé. Enfin, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, cette aventure. Parce que j'ai fait une erreur monumentale dans le casting. J'ai recruté 3 sportifs valides et 3 sportifs handicapés. Mais en fait, je suis passé complètement à côté du recrutement que j'aurais dû faire, c'est-à-dire avoir des marins qui partageaient avec moi le même objectif et la même façon d'atteindre l'objectif. Et la même notion de l'engagement, du sacrifice, de l'envie de collaborer, de se respecter, d'être à sa place, de se connaître. Et en fait, tout mon angélisme, toute ma bien-pensance sur le handicap, la diversité, a volé en éclats. Et aujourd'hui, je peux te dire, la diversité est une richesse, c'est des conneries. Ce n'est pas vrai. La diversité n'est pas une richesse. La diversité, c'est une emmerde. En revanche, parce qu'il faut pas que je peux pas m'arrêter là, sinon. Non, mais je t'aurais pas permis. Je t'aurais posé une question. Hein. En revanche, la diversité est une richesse si on s'en donne les moyens, si on a une volonté farouche de faire quelque chose ensemble, si on a des fondamentaux communs et surtout si on a une méthode. Et c'est cette méthode que je suis allé chercher à travers mes aventures maritimes. C'est quoi, tu dirais, quand tu parles d'erreur sur la diversité, donc c'était vraiment le fait que vous n'avez pas les mêmes objectifs ou les mêmes valeurs ou la même manière d'arriver au résultat? J'ai recruté un marin, enfin un gars qui détestait la mer et les bateaux. J'ai recruté... c'est gênant, hein. Mais lui-même ne le savait pas, il l'a su plus tard. J'ai recruté une personne qui voulait chaque seconde, chaque minute démontrer qu'il était ultra capable, beaucoup plus capable que les autres. J'ai recruté quelqu'un qui voulait ma place de capitaine. J'ai recruté des gens avec qui ça ne pouvait pas marcher. Mais comme j'étais focalisé, obnubilé par nos différences visibles, je suis passé complètement à côté de ce qui est le plus important, c'est les ressemblances invisibles. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, si les personnes qui nous écoutent devaient faire ce genre de choix, tu dirais c'est quoi? C'est vraiment prendre le temps de mieux connaître l'autre à travers des questions, une discussion Il faut faire. Il faut faire avec l'autre, il faut prendre le temps de faire. C'est pour ça qu'on crée des périodes d'essai dans les entreprises. Voilà. Et il y a une période d'essai et c'est la période dans laquelle on doit être le plus concentré possible. Parce que tu peux séduire quelqu'un, tu peux aller dans son sens, mais en faisant, tu vois très bien si la personne elle a les mêmes fondamentaux que toi. Mais ça exige une chose qui est plus difficile, c'est que ça veut dire qu'il faut se connaître soi-même. Et ça passe par là. Si tu te connais pas, tu peux pas savoir ce qui est fondamental pour toi. Donc tu peux pas le demander. Comment tu as reçu le succès des Jeux paralympiques cette année? De toute façon, tout l'ensemble des Jeux olympiques, parce que je vais les appeler comme ça, l'ensemble des Jeux olympiques, j'ai adoré. J'ai adoré ça du début jusqu'à la fin. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait mixer les deux jeux, que c'est complètement incroyable qu'il y ait encore les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je comprends très bien que les fédérations de Jeux paralympiques ne le souhaitent pas. Mais philosophiquement, ça me pose un problème. En fait, ils ne pourraient pas être au même niveau. Oui, on s'en fout, en fait. Si tu veux, là aussi, évidemment, ça soulève des tas de problèmes. Mais c'est pas normal que ça soit pas ensemble. Et effectivement, déjà, faire courir des personnes handicapées entre eux, c'est hyper compliqué. Parce que les handicaps sont hyper différents. C'est ça. Et tu verrais la foire d'empoigne que c'est dans les fédérations pour donner des points en fonction de tel ou tel handicap. Moi, j'en ai fréquenté pas mal. C'est compliqué, mais philosophiquement parlant, c'est pas possible que ces deux événements sont séparés, parce que c'est des hommes et des femmes. Je comprends. Ouais, c'est facile à comprendre, c'est facile à adhérer. Ouais, c'est facile à adhérer, c'est plus compliqué à pratiquer pour le coup. Complètement, mais ça serait un défi extraordinaire. Et puis on aurait le droit de se planter sur quelques éditions. Après, c'est sûr que c'est les athlètes, ils s'entraînent très fort et il y a des sentiments d'injustice. Mais je pense que si chacun se disait, on se donne 2 ou 3 éditions de Jeux Olympiques pour y arriver, ça serait extraordinaire. Pourquoi pas. On parlait tout à l'heure du courage. Et une chose
qu'on manque en général, tout à chacun, pas tout le monde, mais c'est de courage et de sortir Moi, j'aime bien parler d'élargir sa zone de confort, parce qu'en fait, je ne sais pas si on peut agrandir sa zone de confort ou sortir de sa zone de confort, mais on peut l'élargir en tout cas. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, qu'est-ce que tu as appris sur le chemin qui t'a permis de le faire au final? Parce que, encore une fois, tu as fait une école de commerce, tu bossais dans une boîte digitale, c'est ça, si je ne me trompe pas trop. Ouais, de conseil en nouvelles technologies. Ouais. Donc très loin de la mer quand même si tu avais fait de la voile, etc. Mais je veux dire, c'est une chose d'avoir fait de la voile quand on a 15 ans, c'est une autre chose quand même de faire le tour du monde. Enfin, c'est pas du tout le même délire quand même. Non. Donc, c'est le même rêve, mais c'est pas pareil. C'est pas la même dimension. Non. Comment tu fais quoi J'imagine que tu as peur. C'est impossible de pas avoir peur. Ouais, bah écoute, tu vois, j'ai un tatouage assez imposant sur le bras droit que j'ai fait aux Marquises et qui est, il s'articule autour de deux éléments qui sont la déferlante, qui est la peur pour les Maoris, et l'étoile, qui est l'au-delà. Tu vois, Et pour moi, justement, la connaissance de soi, des autres, le fait de réussir des choses qu'on ne peut pas imaginer, le bonheur, la création, tout ça, c'est au-delà de la peur. Donc, moi, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup trop de temps à perdre de l'énergie, à combattre cette peur, et c'est pour ça que j'allais en mer. Je le reconnais aujourd'hui, c'était ma relation j'allais en mer pour devenir un homme, et un homme de ne pas avoir peur, donc j'allais en mer pour combattre cette peur. Et sur mon premier Vendée Globe, j'ai découvert qu'en fait, ça servait absolument à rien, parce qu'elle gagne tout le temps, elle est tout le temps là. Et tu as une seule solution, et c'est de l'apprivoiser, d'en faire une alliée, une amie. Et alors, j'ai toujours peur. Maintenant, je me raisonne de plus en plus facilement en disant c'est mon amie la plus fidèle, c'est elle qui me permet de m'entraîner, c'est elle qui me permet de me préparer, c'est elle qui me permet de faire les bons gestes quand la tempête arrive, parce que sans cette peur-là, je ferais n'importe quoi. Donc j'ai un rapport de plus en plus apaisé à la peur. Alors évidemment, quand j'ai peur, je saute pas au plafond en disant ouais, j'ai peur, c'est génial, mais ça me prend beaucoup moins de temps de tourner, de me dire ok, qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce qu'elle va m'apprendre. Donc après, pour répondre à ta question sur le courage, en fait, moi je sais pas si ça se travaille le courage. Moi, je sais que dans certaines situations, je sais que j'ai du courage. C'est quelque chose que je sais maintenant, parce que je l'ai éprouvé plusieurs fois. Après, dans d'autres situations, est-ce que j'aurais ce courage ? C'est comme avoir un courage dans une tempête, d'aller faire quelque chose d'extraordinaire sur ton bateau et d'aller aider une nana qui se fait emmerder dans le métro, c'est pas le même courage. Je sais pas si j'en serais capable. Tu vois, voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est que il faut avoir du recul sur sa propre peur. Ouais. C'est ça. Après, pour apprivoiser sa peur, il faut avoir le recul nécessaire. Faut l'aimer. Comme une ombre, un peu. Enfin, une ombre, je sais pas si t'es... moi, je la considère comme une amie, ouais, qui te suit comme une ombre, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et le courage, il est... dans ce que tu décris, en tout cas, il est lié à ton expérience. Finalement, t'as du courage parce que c'est quelque chose que t'as déjà expérimenté. Ouais. D'une certaine manière. Je savais pas que j'en avais. Et j'ai découvert sur le moment que j'avais du sang-froid et du courage. C'est hyper agréable comme sensation, non ? C'est extraordinaire, ouais. C'est extraordinaire de le découvrir. Et c'est pour ça que le Vendée Globe est un... Alors le Vendée Globe, peut-être qu'il faut que je dise un peu ce que c'est. Ouais. Le Vendée Globe, c'est l'événement sportif le plus dingue au monde. C'est le tour du monde en voilier, en solitaire, sans escale et sans assistance. Il n'y a aucun sport, aucune discipline sportive qui demande à un homme ou une femme d'être aussi loin, aussi seul, aussi longtemps. Ça dure environ 3 mois et c'est absolument extrême. Et forcément, tu es tellement vulnérable. Tu es sur un bateau de sport qui fait 18 mètres de long, donc une Formule 1 des mers, donc qui passe sa vie à se casser dans l'océan, qui veut qu'une seule chose, c'est avoir la peau de ce bateau. Et donc, tu apprends des choses sur toi incroyables. Et donc, du courage, du sang-froid, de l'inventivité, de la réactivité, tu découvres ça quasiment quotidiennement sur la course. Est-ce que ça te permet le courage, j'entends, de faire d'avoir relevé d'autres défis dont tu ne te sentais pas forcément capable? Ouais, forcément, ça me permet aussi de faire des engagements dans ma vie privée, de fonder une famille, ça permet tout en fait, parce que souvent moi je fais un peu bilan dans ma tête en disant ok, tu veux pas aller dans ce chemin-là, mais pourquoi? Parce que tu as une peur, et cette peur, là, comme elle est là, elle est très mauvaise conseillère.
Et c'est pas parce que tu as peur de quelque chose, mais tu trouveras les solutions en chemin. Et moi, j'ai cette conviction qu'il y aura toujours plus de solutions que d'emmerdes sur le chemin. Donc voilà, après, je vais pas dire que c'est quelque chose que j'ai de façon maintenant établie. C'est toujours un combat, c'est pour ça que j'ai un tatouage, et j'ai toujours besoin de me le rappeler. D'être capable de prendre le pas, le contrôle. Je sais pas si c'est une question de contrôle, mais sur ta peur. Et te dire finalement la peur c'est juste un indicateur. C'est un peu ça en fait. Et puis c'est même quelque part elle t'indique le chemin, parce que si ça fait peur c'est intéressant. C'est pas mal. Et le courage c'est lié le courage est lié à la peur, tu dirais? Bien sûr, parce que le courage c'est d'aller au-delà de sa peur. Le courage c'est surtout pas de manquer de peur. Tu vois, je me méfie comme de la peste des gens qui ont jamais peur, qui sont très courageux, qui n'ont jamais peur. Pour moi, c'est des gens justement qui nient leur humanité. Et donc, qui nient l'humanité des autres. Hein. Pour moi, c'est des fascistes. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font des sports alors, je ne sais pas si la voile, c'est considéré comme un sport extrême. À ce niveau-là, oui. Sinon, à ce niveau-là, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, tu vois, les gens qui font, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est qui sautent pas sans parachute, mais tu sais, qui volent comme des oiseaux, là, tu vois ce truc? Ouais, si, bien sûr, ça a un nom japonais. Je me souviens plus, mais peu importe, je pense que les gens qui nous écoutent auront l'image aussi. Je me dis, mais ils sont fous, quoi. Enfin, ils prennent des risques qui sont colossaux. Alors que non. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la wingsuit. Voilà. Les gens qui font la wingsuit. Écoute, j'ai un très bon copain qui en fait. Et c'est l'homme le plus raisonnable que tu connaisses sur Terre. Ouais. Alors évidemment, il y a des têtes brûlées, et c'est ceux qui malheureusement meurent dans cette discipline-là. Mais c'est surtout, c'est comme pour nous. Hein, moi, je fais vraiment le parallèle avec ce qu'on fait, parce qu'on se fait souvent traiter de fou de partir sur l'océan comme ça, aussi longtemps, aussi loin. Et pour eux, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on travaille. Et ça paraît fou quand tu bosses pas, quand tu te prépares pas, quand tu te connais pas. Mais à partir du moment où tu te dis, voilà, ça c'est mon objectif, et je vais tout faire pour maîtriser le plus possible les imprévus, et bien là, c'est plus du tout de la folie. Ouais, c'est du boulot. Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure. C'est quoi ton rapport à la vulnérabilité? Surtout, c'est un thème qui est beaucoup revenu avec ce livre de Brené Brown sur, je sais pas si tu vois, mais non. C'est une chercheuse américaine qui a fait un TED Talk, et puis en fait, qui ensuite a fait un bouquin qui est très très connu sur la vulnérabilité. Donc c'est une femme. C'est un sujet donc qui est apparu il y a, je pense, une dizaine d'années vraiment, tu vois, pour le grand public, en disant la vulnérabilité c'est ok, etc. Mais c'était surtout, et c'est malheureux, mais les femmes qui en parlaient, et les hommes finalement, la vulnérabilité c'est pas trop leur sujet, quoi. Tu vois, parce que justement c'est ce que tu disais, un homme il doit être fort, il doit pas pleurer, il doit machin, il doit truc. Donc le sujet de la vulnérabilité pour les hommes, c'est pas trop un thème, et j'aurais bien aimé comprendre toi ton rapport à la vulnérabilité, parce qu'effectivement quand tu es tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, j'imagine même pas comment ça peut être en fait. Moi déjà j'ai découvert que faire mystère de sa fragilité et de sa vulnérabilité, c'est une trahison de l'équipe, et je l'ai découvert dans mes équipages, c'est une trahison. Donc les gens qui sont pas capables de faire ça, moi je peux pas travailler et vivre avec eux, c'est impossible. Donc, je pense qu'être capable de ne pas faire mystère de sa fragilité, c'est la plus grande des forces. Mais parce que je l'ai éprouvé. Tu vois, quand tu pars au large avec un équipage, quelqu'un qui te dit je suis désolé, mais je suis claustrophobe, ou alors j'ai peur de ça, ou alors je sais que quand le vent va être très fort, je ne pourrai pas prendre la barre. Si cette personne n'est pas capable de voir ça, de se voir tel, et de le dire, elle trahit l'autre équipe parce qu'elle la met en danger. C'est comme si dans une équipe de rugby, le gars dit bah ouais, mais quand il faudra pousser, je serai pas là, quoi. Et il le dit pas à l'équipe. Donc pour moi, quelqu'un qui est capable de dire sa fragilité, c'est quelqu'un le plus fort du monde. Et je vais te donner un exemple, une petite histoire, si tu veux une petite histoire. Dans mes équipiers, j'ai eu Olivier, qui est aveugle. Donc j'ai navigué avec des personnes handicapées, et Olivier est aveugle. Et Olivier, on est en train de naviguer sur un bateau de sport. Il faut l'imaginer dans du vent fort, avec le spinnaker, c'est cette grand voile très colorée qu'elle a l'avant des bateaux. Le bateau va très vite, le pont est recouvert d'embrun, ça siffle et ça claque dans tous les sens. Et à un moment, il y a un grand pas en tête de mât, et toute la grande voile tombe dans l'eau, se charge d'eau, et le bateau commence à chavirer.
panique à bord, on se retient comme on peut au bateau, tout le monde hurle. Il nous faut à peu près 1 heure pour revenir à la normale. Et Olivier vient me dire, écoute, est-ce que tu peux me remplacer pour les quarts prochains, parce que je dois prendre un médicament pour dormir. Et je pose la question, il dit mais pourquoi tu as besoin de ce médicament? Il dit c'est juste, j'ai le bide en vrac parce que je pensais que le bateau allait se retourner, qu'on allait tous mourir en fait. Parce que lui, il n'avait pas vu ce drame. Et personne n'est venu le voir en disant écoute, on a juste mis une voile à l'eau, t'inquiète pas, on risque rien. Et Olivier, il a pris ce médicament-là, il allait dormir, et puis après, il est revenu, et on n'a plus jamais reparlé. Et ce gars-là, que personne ne voulait dans n'importe quel équipage parce qu'il est aveugle, donc faible, en fait, c'est la plus forte des personnes que j'ai rencontrées. Parce qu'il est fiable, parce qu'il se connaît. Et donc, moi, ça me fait bien rire, et quand on parle de vulnérabilité, et qu'effectivement, dans plein d'organisations, on ne peut pas faire parce que notre monde rejette cette vulnérabilité, cette fragilité, mais c'est une idiotie totale. Et quand je vois dans les organisations, dans les entreprises, la tête de ces entreprises qui est incapable de parler de fragilité et de vulnérabilité par peur d'être rejeté, en fait, eh ben c'est la pire des trahisons. Donc c'est une idiotie sans nom. Comment on fait pour voyer? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu disais, j'avais un membre de l'équipage qui était aveugle, comment on peut faire pour voyager avec une personne qui est aveugle? C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, enfin en tout cas moi j'ai du mal à imaginer. Alors là, on voyageait pas. En plus, on faisait un record à la voile. Donc, écoute, c'est normal. Parce que tu vois, quand j'ai dit aux professionnels de la voile qui nous accompagnaient dans cette aventure qu'à bord, il y allait avoir une personne aveugle, leur premier réflexe, c'était de me dire, mais tu es un fou, tu vas aller en prison. Parce que forcément, une personne aveugle, comment elle va voir la vague scélérate qui va se jeter sur le bateau? Bah oui. Elle va mourir. Comment, si un cordage lâche et que les voiles faceillent, elle va se prendre les voiles, elle va tomber à l'eau, elle va mourir. Et en fait, c'est toutes les peurs qu'on a, mais qu'on ne connaît pas, en fait. Et Olivier, parce que c'était Olivier, c'était pas n'importe quelle personne aveugle, c'est parce que c'était Olivier, il avait une envie farouche de faire partie de cet équipage. Donc il s'est donné les moyens, il a beaucoup travaillé. Et puis on a réalisé ensemble que l'univers d'un bateau, c'est tout le temps extrêmement bien rangé, tout est à sa place. Les meubles ne changent pas, c'est un bateau. Donc pour lui, l'univers était très safe. Donc il pouvait évoluer dans le bateau, ça ne bougeait pas. Et puis surtout, on a découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que un bateau, ça se barre avec les fesses. Et en fait, non, je sais pas. Je vais te dire, c'est comme le pilotage de voiture, où même on m'a dit, mais je n'ai pas pu le vérifier, le fait de monter à cheval. Tout se passe en fait dans le bassin. En moto, en tout cas, c'est le cas. En moto aussi, je peux te confirmer. Ouais, tout se passe dans le bassin. Et en fait, la vue est un handicap. Parce que les très très bons barreurs, les champions de la voile, ils utilisent leurs sensations qui passent par le bassin. Et la vue est là juste pour contrôler. Et Olivier, il était obligé de devenir un excellent barreur. Et aujourd'hui, c'est le meilleur barreur que je connaisse. Et ça, personne ne lui aurait offert sa chance, parce que tout le monde avait peur de ça. Alors que nous, on lui a ouvert notre équipe. On a eu très peur au début, on a failli lui dire de partir parce qu'on avait peur qu'il se blesse. Et puis le début a été très compliqué parce qu'il n'avait pas les codes, parce que personne ne l'avait fait naviguer, donc il mettait notre bateau dans le décor très souvent. Mais au bout d'un moment, c'est devenu un barreur exceptionnel, et c'est devenu surtout le garant de notre performance, parce qu'à la fin, il a explosé tous les compteurs. Mais alors moi je ne navigue pas, donc du coup, mais comment tu barres un bateau avec tes hanches? J'ai du mal à saisir le truc. Alors, c'est... Pardon, Non, mais il n'y a pas de problème. C'est vrai que pour moi, c'est naturel, et je comprends très bien que ça ne soit pas pour toi. Le bateau, en fait, il navigue sur un angle. Mm-hmm. Et cet angle-là, l'idée, c'est de conserver cet angle. On appelle ça un angle de gîte. Donc, les bateaux sont un peu penchés. Ils doivent toujours garder ce même angle de gîte. Et si tu gardes le même angle, ton bateau, il accélère, en théorie, sans s'arrêter, quoi, à l'infini. Le problème, c'est que sur la mer, il y a un truc que tu ne peux pas enlever, ça s'appelle les vagues. Mmh. Et les vagues viennent contrecarrer ce plan et viennent déstabiliser cet angle du bateau. Et tout le truc, c'est de sentir la vague qui déstabilise l'angle et rectifier grâce au guidon, grâce à la barre du bateau. Et donc lui, il avait cette capacité à sentir la vague au moment où elle touchait la coque, rectifier. Tandis que moi, je dois attendre que la vague déstabilise mon bateau, que ça se répercute sur mes instruments de bord, et là, je rectifie. Et là, je perds des millièmes de seconde. Oui, parce que nous, en fait, en tant que personne voyante, on va favoriser la vue plus que on se fie le trop corps. à la vue.
Ouais. Et on devrait se détacher de la vue pour s'ouvrir à d'autres sens. Qu'est-ce que tu as appris sur les autres personnes en situation de handicap, de leur handicap, je veux dire, en fait, parce que là, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire que à travers un sens que l'on a, on perd en compétences entre guillemets, mais il y a sans doute, et je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, mais d'autres handicaps qui nous permettent d'être meilleurs pour d'autres choses. Je sais pas si c'est le cas. Hein, je sais pas si je te pose la question, je sais pas non plus. Je crois que c'est surtout une affaire de personne. Voilà, cet exemple, il est assez flagrant, mais si tu veux, en fait, c'est toujours le rapport qu'on donne à atout et handicap. On a toujours des façons préconçues de voir et tu peux te dire, une personne sur un bateau, elle est paraplégique, donc c'est forcément un handicap, mais tu verras pas qu'il y a une personne valide, hyper costaud, mais qui a peur de l'eau ou qui est claustrophobe et qui sera ton pire handicap au pire moment. On a toujours une façon très binaire de voir les choses et encore à se focaliser sur ce qu'on voit. Encore les différences ou les ressemblances invisibles. On est idiot. Et moi, c'est ces cases. C'est pour ça que je déteste les cases. On est idiot. Et de temps en temps, ça nous rendrait un peu plus heureux de sortir les gens des cases et de voir vraiment ce qu'ils sont. Et en quoi ils peuvent correspondre à nos projets. Si on a envie d'aimer ou de travailler. Et pour ça, il faut aller voir les gens qui nous ressemblent intimement. Pas des gens qu'on a mis dans des cases parce qu'on voit d'eux quelque chose. Tu parlais des peurs de l'équipage, des personnes de l'équipage. Comment, une fois que la personne te dit sa peur, tu l'aides ou tu l'accompagnes à en faire une force, ou en tout cas à l'utiliser pour traverser? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai ce pouvoir. Mais par contre, c'est pas si tu as un pouvoir, mais en tout cas, tu dois le faire. Parce que si tu es dans une tempête et que la personne vient te voir en disant « en fait, j'ai peur », moi, je suis là pour la rassurer. Oui, c'est sûr. L'océan, c'est extraordinaire parce que plus tu navigues, plus tu rencontres de tempêtes, plus ton degré de tolérance à la peur devient fort. Et les tempêtes, elles sont un peu tatouées sur toi. Et donc, une fois que tu as vu une tempête à 150 km/h, les tempêtes qui sont à 140, elles te font plus peur. Donc, moi, j'ai toujours fait attention à pas communiquer ma peur en équipage parce que j'avais cette responsabilité du capitanat. Et j'ai toujours fait en sorte que les gens, quitte à m'oublier moi-même, et c'est très pratique de s'oublier soi-même dans ces moments-là, n'aient pas peur. Mais j'ai pas de... Pour moi, la peur, c'est quelque chose de très intime. Et on peut rassurer les gens, mais traiter leur peur, je pense pas. Mais peut-être que simplement par ta confiance que ça la rassure. Parce que si toi t'as peur, mais que la personne en face de toi ou à côté de toi te dit non mais en fait t'inquiète, je maîtrise complètement la situation. C'est comme quand t'es dans un avion qui a des turbulences et que tu vois l'inquiétude dans le personnel de bord. Oui, tu sais que c'est jamais très bon signe. Mais oui, c'est sûr que je communique jamais ma peur et j'ai eu plein de moments scabreux dans ma carrière de marin et où j'ai jamais communiqué ma peur. Ça, c'est sûr. Tu parlais d'histoire tout à l'heure. Est-ce que tu as des histoires sur ta vulnérabilité, justement, en particulier en solo? Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai une sur le dernier Vendée Globe. Le Vendée Globe, donc c'est une course en solitaire. Moi, j'avais jamais fait de solitaire auparavant. J'avais fait du bateau, mais je me connaissais absolument pas. Et donc tout le début de cette course qui dure 3 mois, le premier mois, je pleurais très souvent de fatigue parce que je savais pas dormir. Il y a tout un aspect de sommeil parce que c'est un des rares sports où la récupération fait partie de la performance. Donc on doit dormir en naviguant, on s'arrête jamais. Et on arrive vers le cap de Bonne-Espérance où là c'est le cœur du fromage du Vendée Globe, c'est l'océan austral, c'est le tour de l'Antarctique où là c'est des tempêtes qui font le tour du monde sans aucune terre pour les arrêter, c'est des vagues qui font le tour du monde sans aucune terre pour les arrêter, c'est surtout un endroit où on peut attendre aucune aide d'aucun autre bateau à part les autres concurrents. Donc c'est vraiment l'endroit ultime. Et là, j'ai à un moment, je pleurais plus tous les jours, je pleurais toutes les heures, et je pensais que j'allais mourir, et il fallait que j'abandonne. Et là, je me suis senti extrêmement vulnérable, j'étais avec mes démons, je me suis dit, voilà Eric, tu mets le curseur toujours plus haut, là c'est la fin, t'as mis le curseur, t'es allé au-delà de ce que tu voulais, ce que tu pouvais faire,
Et j'ai pensé vraiment abandonner. Et ça faisait 4 ans que j'avais travaillé pour ça. J'avais embarqué 14 entreprises avec moi. Tout le monde croyait en moi. Et mon bateau était en bon état, j'étais en bonne santé, mais j'avais juste tellement peur que j'ai commencé à appeler en disant à mon équipe, je rentre. Et là, il s'est passé quelque chose de très important dans ma vie. C'est que j'ai imaginé ce qu'allait être ma vie après l'abandon. Donc j'imaginais ramener mon bateau en Bretagne, mais après, je me suis imaginé tous les matins sortir de ma douche, enlever la buée sur la glace et me regarder et de me traiter de con. Mais quel con! Pourquoi t'es pas juste allé voir, quoi? Pourquoi t'as pas juste essayé? Et là j'ai compris qu'en fait, il faut toujours essayer. Et c'est ça le mot le plus magique de la langue française, c'est le mot essayer, le verbe essayer. Et je me suis dit, écoute, de toute façon, si tu n'essayes pas, tu gâches ta vie d'homme. Donc va voir à ta façon, essaye à ta façon. Et j'ai essayé, j'ai vu que ça le faisait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en voyant que ça le faisait, j'ai commencé à accélérer. Et là, j'ai cassé le gouvernail de mon bateau. Donc il m'est arrivé la pire chose qui pouvait m'arriver, dans les pires mers du monde. Et j'ai découvert que j'avais les ressources en moi pour résoudre le problème. Et ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Ouais, c'est incroyable. Parce que j'ai découvert que j'avais en moi des ressources infinies. Et tu dirais, à quel moment tu arrêtes cette tentative, enfin, pas dans cet exemple-là, hein, bien sûr, mais dans d'autres exemples, est-ce que tu t'es trouvé dans une situation où, en l'occurrence, il fallait s'arrêter, c'est-à-dire que tu prends des risques et à un moment donné, tu te dis, en fait, là, ça va trop loin, et vraiment, donc c'était l'exemple dans lequel tu étais là, sauf que tu as continué, et tu as bien fait de le faire, mais un moment où tu vas trop loin, tu vois ce que je veux dire? Alors, en l'occurrence, là, j'avais pas le choix de réparer, sinon je mourrais. Donc, oui. Il fallait que donc c'était une sacrée bonne motivation, cet instinct de survie. Oui, il est arrivé plein de moments où moi, je me suis dit que c'était pas marin, c'est comme ça, c'est pas marin, et donc il fallait s'arrêter, et je me suis arrêté. Heureusement, pour l'instant, pas dans des courses. J'ai abandonné dans une course l'année dernière où j'ai cassé le bateau, il y avait une voie d'eau, on ne pouvait plus rien faire, oui, là... donc il fallait arrêter. Mais ce que ta question, elle est très complexe, parce que c'est que pour moi, donc, quand tu fais un projet, quel qu'il soit, il y a toujours la porte de sortie qui est entrouverte. Bien sûr. Et qui est à prendre ou pas. Et est-ce que tu la prends par facilité ou pas? Et alors moi je me suis confronté énormément à ces questions-là. Et déjà il y a des moments où tu peux prendre ces décisions-là. Déjà il faut dormir. Tu peux pas prendre des décisions fatiguées. Il faut avoir tenté aussi des choses. Je pense que vraiment le maître mot c'est essayer, parce que si t'essayes pas, même si c'est foiré d'avance, mais même si t'essaies pas, il y a différents degrés d'essai. Si tu n'essaies pas, tu ne pourras jamais savoir ce qui est possible. Et ce qui paraît impossible le lundi peut être possible le mercredi. Et si c'est possible le mercredi, ça veut dire que tu as essayé le lundi, tu vois. Mais tu vois, parce que tu disais tout à l'heure de construire une famille, ça me fait penser, et je ne sais pas trop pourquoi, mais à un homme qui aurait peur que sa femme tombe enceinte et un enfant, etc. etc. Et je comprends, tu vois, la peur. Et là, tu peux pas essayer, c'est-à-dire que tu vois, ta femme elle accouche, a priori. Oui, il y a des points de non-retour. Ouais. Il y a un petit point de non-retour, tu vois. Et en même temps, c'est l'histoire de l'humanité. Je veux dire, tout le monde y arrive à peu près, quoi, logiquement. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes encore, malgré tout, avec plus ou moins de succès néanmoins. Mais enfin voilà. Est-ce qu'il y a des situations comme ça dans la vraie vie que tu as réutilisées? Alors, je sais pas si cet exemple-là est pertinent pour toi, mais qui soit hors de la voile, et qui te permettent de transcender justement cette peur et cette vulnérabilité. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément cet exemple-là, il est peut-être pas bon pour toi, mais... J'ai une anecdote un peu légère. Vas-y. Plus légère que l'enfant. Un jour, je suis à Paris, je suis motard moi aussi, et j'ai une vieille Honda des années 70. Et j'ai déménagé en Bretagne. La seule chose qui reste à Paris, c'est ma moto. Et je dois l'emmener en Bretagne et je ne l'ai jamais fait. Et elle n'est pas en état parce que c'est vraiment une vieille moto et je ne l'entretiens pas assez. Et je sors d'un rendez-vous, un énième rendez-vous de partenaire qui me dit non, enfin de prospect pour mes sponsors. Et je sors de la Défense, j'ai une prune sur ma bécane. Et là, je dis, j'en ai marre. Bon, allez, je vais en Bretagne. Et tout me dit de ne pas aller en Bretagne.
parce qu'il y a 500 km, que c'est le week-end du 14 juillet, que ma moto elle couine dans tous les sens. C'est vraiment très compliqué. Et puis je me dis, écoute, non, vas-y, pars. Et tout le début est un peu compliqué, j'ai pas mes repères. Et puis toi qui es motard, à un moment, la moto elle fait corps avec toi. Ouais, moi je viens de faire Paris-Lisbonne, donc Bah, tu vois, je vois bien le truc. il y a un moment, pof, tu te sens tellement bien, ta vue elle est talonnée, puis tu commences à bien te sentir, et puis en forêt de Pimpon, au milieu de la Bretagne, la panne technique. Samedi 14 juillet, la merde. Et je me retrouve vraiment dans la pampa bretonne, avec personne qui passe, parce que tout le monde est en train de fêter le 14 juillet chez soi au barbecue. Et il y a une voiture qui passe et qui me dit, ah, peut-être à Campénéac, il y a un mécano, peut-être qu'il peut vous aider. Je dis, ok, c'est à 10 bornes, donc 1 heure de route à 10 km/h, et puis le mécano, il fait sûrement des voitures. J'essaye, j'y vais, et je tombe à Campénéac sur la plus grande succursale Honda de France. Ouais, de Bretagne, peut-être que j'exagère, de Bretagne. Ouais, mais quand même. Avec superbe succursale Honda, ma moto est une Honda, et derrière moi se gare le patron qui, exceptionnellement, le 14 juillet, il a des motos en retard. Il vient retaper, il vient prendre de l'avance sur son agenda, quoi. Et je lui dis, bah, écoute, est-ce que tu peux m'aider, j'ai ce problème. Ah non, j'ai pas le temps. Mais attends, tu viens avec ta four là de Paris et tu vas dans le Finistère? Je dis, ouais, bon, j'écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je reviens plus tard, il me dit, mais toi, pardon, mais l'expression, c'est ce qu'il me dit, t'as le cul borné de nouilles. Il y a un roulement à billes qui t'attend depuis 1973 chez moi. Waouh. Et alors, tout ça pour dire, cette petite histoire, elle est géniale, mais quand je repars sur ma moto, je remets mon casque, là, je me dis, mais toutes mes peurs, là, où je suis en train de préparer le Vendée Globe, d'une part, le bateau et moi, on fera corps un jour ensemble, et deuxièmement, tu vas avoir des tas de problèmes, mais tu auras toujours plus de solutions que de problèmes. Et depuis que je fais des aventures radicalement différentes, super engagées, hyper difficiles, qui me font super peur, j'ai toujours remarqué, toujours observé qu'il y avait toujours plus de solutions que d'emmerdes. Donc on peut y aller. Mais c'est vrai que la moto, moi comme ça, donc j'ai fait 2000 km. Ouais, c'est pas mal. C'est une histoire un peu différente, avec une moto qui est pas vraiment faite pour la route non plus. Ah bon? Et au début, et j'avais jamais fait ça. Et du coup, au début, t'as quand même très peur. Ah bah bien sûr. Bien sûr. T'es pas prêt à ça. Au bout d'un moment, tu fais corps. Mais... Ouais. Et c'est extraordinaire. Ouais, incroyable. J'aimerais parler de solitude aussi, parce que partir tout seul en bateau, c'est pareil. On est des animaux sociaux quand même. Donc, je sais pas quel est ton rapport d'abord à la solitude. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est important ou... Très. D'accord. Très. J'adore la solitude. Je le savais avant. Je le savais avant, ouais. Ce Vendée Globe en 2016, c'était mon cadeau de mes 40 ans. C'était... Bon, après, j'avais pas rencontré la solitude que j'ai rencontrée là. On pourra en parler un peu après. Mais moi, en ayant beaucoup travaillé sur des projets de collectif, je sais que pour vivre avec les gens, je dois les fuir. Je sais que je dois recharger les batteries loin des gens pour vivre avec eux. Donc, j'ai besoin de ça. C'est un besoin vital. Et qu'est-ce que tu découvres parce que 3 mois en solitaire, c'est pas la même chose que passer une journée tout seul, quoi. Enfin, non, pas du tout. Parce que quand on est solitaire, on aime bien peut-être une journée, peut-être 2 jours. Si tu fais une retraite de méditation, allez, tu vas passer 10 jours en solitaire à parler à personne. Mais enfin, entre 10 jours et 3 mois, c'est pas du tout le même délire, quoi. Non, et surtout, c'est la solitude qu'on expérimente sur le Vendée Globe, c'est au-delà de on ressent pas trop le fait d'être... C'est pas ça qui est le plus pesant, le fait d'être seul. Parce que les journées passent très très vite et qu'on n'a pas le temps de s'apesantir sur soi. On est dans une course sur une machine qui nous attend pas. Donc, et puis on est toujours en anticipation. Donc, à de rares exceptions de Noël ou les moments où d'un coup tu te prends ta solitude en plein dans la gueule. Le plus complexe, c'est la solitude de la décision. C'est la solitude que personne ne valide tes choix. Et tes choix, ils entraînent ton intégrité physique, ta sécurité, ta vie. Et ça, c'est super compliqué. Et c'est usant, en fait. Et on ne se rend pas compte dans notre société qu'on n'est jamais seul pour les décisions importantes. On n'est jamais seul. Et on ne se rend pas compte. Et quand tu es sur le Vendée Globe, cette solitude-là, tu ne peux pas l'expérimenter. C'est que tu es vraiment tout seul. Et c'est un point, petite histoire... Sur le Vendée, j'avais une classe qui me suivait en Bretagne. Et il m'avait donné une clé USB avec des photos, des petits films pour me souhaiter bon courage à Noël.
Mais cette clé USB, j'ai mis 2-3 jours avant de la mettre dans l'ordinateur parce que j'avais peur que ça me fasse planter mes systèmes, etc. Même pour ça, une clé USB, t'as l'impression que tu fais un saut dans le vide et que t'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Ouais, mais attends, tu peux y aller, il y a des antivirus, et puis elle a été checkée avant, etc. » Et rien que ça, avoir juste un contact humain qui te dit « Tu peux ». Et voilà, et oui, on est des animaux sociaux et oui, on a besoin des autres. On a terriblement besoin des autres, c'est sûr. Du coup, quand tu rentres, est-ce que ça renforce tes liens sociaux ou il y a une période de réadaptation? Comment ça fonctionne? Le retour, alors pour l'instant, j'ai vécu qu'un retour du Vendée Globe, mais le retour a été très violent pour moi, parce que bon, c'est plein d'émotions catapultées ensemble. Il y a beaucoup de fierté, il y a de la joie, il y a la joie de retrouver les gens qu'on aime, etc. Mais moi, j'ai expérimenté une harmonie très très forte en mer. Et quand je touche pied à terre, quand je mets pied à terre, ben, tout de suite cette harmonie, elle s'en va directement. Et j'ai dû faire le deuil de cette harmonie-là. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir. Et sur la prise de décision, est-ce que... parce que tu prends des décisions tout seul pendant 3 mois. Est-ce que tu crois pas qu'à un moment donné, quand on demande trop l'avis aux autres, c'est handicapant d'une certaine manière? C'est-à-dire que, tu vois, à force de... En fait, c'est quand même pas mal d'être autonome dans une certaine mesure sur un certain nombre de décisions. T'as raison, c'est sûr. Et surtout, ça nous enlève beaucoup de fierté. Parce que quand t'as résolu un problème tout seul, ou que t'as pris un risque seul et que tu t'en vois le résultat et les bénéfices, c'est un sentiment de plénitude extraordinaire. Et c'est vrai qu'on se prive sûrement à terre de ces moments, de ces fiertés-là. Qu'est-ce que... je voudrais bien revenir quand même sur les personnes en situation de handicap, parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé justement avec les Jeux paralympiques néanmoins, mais qui avant ça, même les Jeux paralympiques à Londres, où en fait on n'en parlait pas tant que ça, ou en tout cas c'était un sujet qui était... Je pense que le grand public s'y intéressait pas des masses en fait, tout simplement. On n'a pas envie d'entendre parler du handicap. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est par peur? Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas... on a peur que ça nous arrive. Ouais, sans doute. Et fais un essai un jour, tu vois un fauteuil roulant et tu proposes aux gens de s'asseoir dans le fauteuil roulant. Ils aiment pas? Ah ben, t'as une personne sur 2 qui dit non. Hein. Ils ont peur que ça s'attrape. Hein. C'est très... Et c'est toi, tu t'es déjà assis dans un fauteuil roulant? Non, je crois pas, non. Tu verras ce que tu vas ressentir. J'ai pas eu l'occasion. Ce que tu vas ressentir quand tu vas te mettre dans le fauteuil roulant, c'est... Ouais, surtout en faisant de la moto, c'est... Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Ouais, j'imagine. Mais on a tous une relation très spéciale au handicap et à la différence en général. Quand tu vas au resto avec un copain, avec un pote handicapé qui est dans son fauteuil, et moi la plupart du temps, le serveur, il me pose la question, et votre ami, il veut s'asseoir où? Je lui dis, il est là, il est à côté de moi, vous pouvez lui poser la question. Et ouais, parce qu'on infantilise, comme on a peur. Moi, j'ai déjà eu des rendez-vous aussi avec des gens pour de l'argent, pour monter des projets avec des personnes handicapées. J'ai déjà eu quelqu'un qui s'est mis les mains sur les oreilles en disant, arrêtez de parler, je vous donne de l'argent, arrêtez de parler. Ça donne des réactions complètement folles, le handicap, parce que ça touche à l'intime, on a peur que ça nous arrive. Et tu dirais que c'est quoi la plus belle chose que tu as appris de toutes ces personnes qui t'ont accompagné, de manière positive ou négative d'ailleurs? L'humour, je crois. L'humour sur la situation ou... Ouais, l'humour. Que tout ça, finalement, c'est pas grave. Quand tu rencontres des personnes handicapées qui ont accepté leur handicap, qui se sont reconstruits après, et qui réalisent que la seule chose qu'ils ont envie que tu vois, toi, c'est l'homme ou la femme. Moi, tu vois, là, le fameux Olivier avec qui j'ai barré, il m'a raconté qu'il était complètement paumé dans la vie parce qu'il était en colère sur son handicap et qu'à partir d'un moment, il s'est dit, mais si un jour je veux trouver une femme, ma future femme, ce qu'elle veut, c'est un homme. Il faut que je sois un homme. Et donc, en fait, la seule chose à voir, c'est les hommes et les femmes qu'il y a derrière. Et avec qui on peut vivre, avec qui on peut travailler. Il y a des personnes handicapées avec qui moi je peux jamais vivre ou jamais travailler ou ni aimer. Il y en a d'autres avec qui je peux le faire. Mais c'est une question d'hommes et de femmes. Une question que je t'ai pas posée, et même un sujet dont je t'ai pas parlé, c'est ton rapport à la mer. MER, en l'occurrence là. Bah, tu sais, les marins, ils ont toujours des problèmes avec leur mère. Ça, j'imagine bien, on peut en parler aussi. J'en ai pas, j'adore ma maman. C'est quoi ton rapport à la mer et, entre guillemets, la nature?
La mer, c'est tout pour moi. Quand je suis en mer, je suis chez moi. La mer me procure des émotions que je ne peux pas avoir à terre. Et en même temps, la mer me fait peur. En même temps, la mer m'impressionne. En même temps, la mer, c'est mon maître quand moi je suis le disciple. C'est plein de choses. Et donc, là, tu vois, je vais partir 3 mois sur la mer. Pour moi, le monde se divise en 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui se sentent enfermés sur un bateau, en cage, qui ne peuvent pas sortir. Et moi, j'ai l'impression que je suis sur un Mustang lancé sur une grande prairie, infini. Donc, mon rapport à la mer, c'est une histoire d'amour total. Et la nature, moi, c'est sûr que la nature, je la côtoie à travers la mer. Bien sûr. Après, j'adore promener mon chien en forêt. Donc j'adore la vulnérabilité que l'on a quand on est dans la nature sauvage. J'adore naviguer dans les endroits où il n'y a personne. J'adore fuir l'homme et rencontrer la nature. J'ai fait un voyage au Spitzberg où j'ai adoré devoir être obligé de porter un fusil parce que j'étais la proie de l'ours polaire. Et voilà, donc j'aime ça. Ouais. Et ton rapport à la pollution marine, j'imagine qu'en naviguant, tu dois avoir de plus en plus de plastique. Tu vois pas trop les plastiques parce qu'ils naviguent entre 2 eaux et tu les vois pas en mer, mais ce que tu vois beaucoup en mer, c'est les déchets de la pêche. Tu vois beaucoup de filets, de bouées, de caisses. C'est du plastique aussi en même temps, les filets. Mais... Ah ouais, c'est que de la saloperie, ouais. Tu as observé au fur et à mesure des années que ça s'empirait? J'ai la chance de vivre sur une plage, donc je vois énormément de choses sur ma plage, malheureusement. Moi, je trouve qu'on voit moins de gros déchets qu'avant. Mais après, je te dis, les côtes, moi, je les vois surtout en Europe. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays du monde où ça s'empire. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Après, je sais que je m'intéresse beaucoup à cette question-là, donc je sais que c'est un vrai drame. Ouais. Et peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais est-ce que les conditions de mer changent avec le changement climatique? C'est-à-dire, comme on sait on sait pas quand, mais on sait que le Gulf Stream à un moment donné va s'en aller. On a le temps, mais oui, il va y avoir des impacts sur la navigation par définition. Est-ce que toi tu l'observes déjà concrètement? Oui, on l'observe. On voit que les saisons des cyclones s'agrandissent. Ça devient, je vais pas dire courant, mais plus anormal de voir un cyclone qui arrive pas du tout en saison. T'as des dérèglements comme ça qui arrivent. Après, c'est pas tout n'a pas changé. On voit là, nous on a des scénarios sur toute notre traversée autour du monde. Tous les scénarios sont encore corrects. Après, il y a des petits points qui changent, mais ça frappe pas non plus l'œil. Tu dis pas que tout a été bouleversé encore. Donc c'est pas un point sur la course qui arrive en tout cas. C'est pas un point d'attention particulier pour l'instant. Non, mais tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je pense que il sera difficile de battre les records passés, même si nos bateaux sont de plus en plus rapides, pour une simple raison, c'est qu'on a une zone interdite pour nous protéger des glaces, qui remonte de plus en plus, qui est de plus en plus nord, parce que l'Antarctique, la banquise antarctique et le permafrost antarctique fond, et donc il se trouve que on a des icebergs beaucoup plus hauts et des growlers beaucoup plus hauts. Et donc le tour de la planète va être de plus en plus long, pour se préserver des glaces qui flottent. Ouais. Oui, donc tu vas pas pouvoir... Oui, ça sera juste plus long en fait, donc tu peux plus faire le même record. Voilà. Et sur ces histoires de changement climatique, tu t'intéresses aussi aux algues? Oui, bien sûr. C'est quelque chose... J'ai reçu... comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Douméziel, qui a écrit un bouquin sur les algues. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je sais pas si c'est c'est un breton ou pas? Un breton, ouais. Il est de la Berverac. Ouais.
dans le nord de la Bretagne. C'est un sujet que toi tu abordes de quelle manière? C'est juste que tu t'y intéresses? Bon, je m'y intéresse comme ça. Je suis pas un gros spécialiste des algues, mais je suis persuadé qu'il y a des tas de choses à faire avec les algues, ça, c'est sûr. C'est clair. Il y en a beaucoup des algues. Et comment tu arrives à sensibiliser Est-ce que naviguer comme ça, c'est une manière pour toi de sensibiliser sur ces sujets aussi? Alors c'est très compliqué parce que je fais un sport qui est hautement polluant. Dans quelle mesure la voile, c'est polluant. Nos bateaux sont en carbone, donc en pétrole. Nos cordages sont en pétrole, nos voiles sont en pétrole. Les peintures qu'on appose sur nos coques sont des natures ça tue les bêtes qui veulent se mettre sur nos coques. Donc je fais un sport polluant. Donc moi j'ai aucune leçon à donner parce que par nature je pollue. C'est pas comme ça qu'on imagine la voile. Non, je sais, mais c'est la réalité. C'est la différence entre la communication et la vérité. Et moi, j'ai beaucoup de mal à donner des leçons en faisant de la voile. En revanche, le bateau qu'on a créé, on a vraiment mis en place un bateau extrêmement décalé et très engagé. On a fait un bateau très sobre avec Jean Le Cam, un bateau qui coûte 2 fois moins cher et qui émet 32% de moins que les autres bateaux. Et on a tout mutualisé. C'est-à-dire que quand on fait des bateaux, on utilise des moules. Ça, c'est les moules, c'est ce qui émet le plus de carbone. Donc ça, on a utilisé un moule pour 2 bateaux. On a essayé d'être le plus raisonnable possible. Et sans donner de leçons, parce que je vois pas pourquoi je donnerais des leçons, on a envie de proposer ce bateau du futur, qui est un bateau qui va vraiment dans une autre direction que les autres, qui sont de plus en plus complexes, technologiques, chers, polluants, en disant qu'on peut faire la même chose avec moins. Et voilà, c'est pas... on pourrait arrêter tout simplement la course au large parce que ça sauve personne, que c'est pas utile, à part pour faire rêver les gens et nous faire plaisir. Mais on peut peut-être, au-delà de cette solution vraiment extrême, on peut trouver une façon plus raisonnable en fait de faire notre sport. Et je pense qu'on a tous le devoir au moins d'essayer. Et nous, c'est ce qu'on fait là avec Jean Le Cam, avec nos bateaux. On propose une alternative. Et moi, je me tue à dire que notre bateau, c'est le bateau du futur. Et tout le monde pense que ce sont les bateaux technologiques. Moi, je pense que c'est plutôt les nôtres qui sont très sobres et très mutualisés. Et il n'y a aucune, par exemple, équipe scientifique qui t'a approché pour utiliser cette course. Après tout, comme tu vas traverser un certain nombre d'océans, on pourrait se dire, même si tu n'as pas du tout le temps, j'imagine, d'attention à donner à une étude scientifique, mais on pourrait imaginer que ce bateau, il soit utilisé pour... j'en sais rien d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout scientifique, mais, mais pour quelque chose qui puisse servir. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Moi, j'ai développé dans ma jeunesse des outils pour mesurer la salinité, le P de CO2 de l'eau. Et en fait, on se sert beaucoup de nos bateaux de course parce qu'on va dans des endroits où personne ne va pour aider à régler les satellites. Donc nous, in situ, on a des informations et ce qui permet à des satellites d'être, de régler leurs instruments pour tout ce qui est calcul de la hauteur des vagues, de la salinité de l'eau, du P de CO2 aussi. Donc ça sert d'une certaine manière. Oui, ça peut servir. Complètement inutile. Non, ça peut servir. Puis on lâche des bouées dérivantes pour la science. On a là, avec le Vendée Globe, on a les accords avec l'Ifremer. On fait des choses. C'est de mieux en mieux. Il y a encore du boulot. Il y a quand même des trucs. Non, c'est de mieux en mieux. On s'y intéresse de plus en plus. Parfait. C'est quoi je sais pas s'il y a une leçon, la principale leçon que tu as appris en faisant le Vendée Globe. Enfin, le Vendée Globe ou une autre course, hein, néanmoins. Non, j'ai appris... ce que j'ai dit, j'ai appris que la peur que ma peur est mon allié. J'ai appris qu'on avait tous des ressources infinies. Et tu vois... J'ai eu un cadeau assez extraordinaire, c'est que je crois pas en Dieu, j'ai jamais réussi à croire, mais j'ai eu vraiment un éveil mystique pendant cette course,
parce que j'ai beaucoup observé la mer et je me suis offert 2 à 3 heures de rêverie par jour juste pour regarder la mer. Et plus je regardais la mer, plus j'accélérais, plus j'étais rapide. Plus je doublais tout le monde en fait. Et j'ai vraiment vécu un état de grâce assez extraordinaire qui a duré une 30aine de jours. Et j'ai découvert que en me mettant, en m'immergeant complètement dans cet environnement, je suis devenu cet environnement. Un peu comme toi qui fais corps avec ta moto, et qu'à un moment donné, tu es ta moto, quoi. Et ça m'a permis de connecter avec ce que j'appelle le grand tout, tu vois, de sentiment d'être légitime à vivre sur Terre autant que l'oiseau, la vague, la lune. C'était très très puissant et j'ai découvert que j'avais un instinct très fort parce que j'étais connecté à ça. Et ça, c'était un cadeau merveilleux, vraiment merveilleux. Et tu vois, il y a plusieurs occasions pendant la course où mon ordinateur me donnait une information sur la météo et moi, au fond de mes tripes, je savais que c'était pas la bonne information. Et ça, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Incroyable. Et une question bête, mais parce que je suis pas du tout un expert de la voile, comme tu auras remarqué. Les concurrents, tu les vois de visu, de manière générale, parce qu'en fait vous êtes sur les mêmes routes ou pas du tout, donc c'est une compétition avec toi-même principalement. Parce que tu sais pas où ils sont, si ? Si, tu sais où ils sont, mais ils sont juste des triangles sur un ordinateur. D'accord. Ah, mais tu les vois quand même. Alors moi j'ai eu la chance sur la dernière course d'en voir 3 ou 4, mais tu peux très bien faire une course sans voir personne. Généralement tu vois personne. On n'est rien sur l'océan est immense. Oui, c'est ça, c'est immense. Et nos bateaux ont beau être gros au port, ils sont tout petits en mer. Mais donc donc c'est quasiment une compétition avec toi-même. Ah oui, tu peux enlever le quasiment. C'est avec toi, contre toi, pour toi. Il y a que toi et ton bateau et l'océan. Je connais une expression de marin, mais je ne sais pas si elle est véridique, donc j'ai vérifié, qui est une main pour soi, une main pour le bateau. Ouais. C'est une vraie expression. Ouais, tu peux l'expliquer un petit peu ? Ouais, c'est une règle de sécurité. Ça veut dire que quand tu te déplaces dans un bateau, quand tu es à bord d'un bateau, il y a une main qui te sert à barrer le bateau ou à régler ou à bricoler, et il y a une main qui est uniquement pour toi, qui est faite pour te tenir. Donc tu as toujours une main qui te tient au bateau et l'autre qui travaille. Et c'est une expression qu'on peut utiliser, qu'on peut élargir. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y a cette notion de sécurité, mais tu peux l'élargir en disant finalement, quand j'essaye d'aller dans un endroit, quand je relève un défi, il y a une main pour moi et une main pour le bateau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une excellente... c'est excellent. Effectivement, là, tu me donnes envie de réfléchir. Effectivement, c'est très beau. Tu veux dire, dans un n'importe quel projet, avoir une main pour le projet, une main pour toi. C'est intéressant. On peut réfléchir à ça. On fait des discussions philosophiques. Non, mais moi, ça me touche ce que tu dis, parce que forcément, on a des aventures qui nous consument. On met tout dedans. C'est pas des aventures que tu peux faire en dilettante, c'est des aventures qui demandent 100% de sacrifice. Donc nous, on travaille en famille. Ma petite fille, j'ai une petite fille à 2 ans. Sa mère l'a allaitée sur les pontons de course. On met tout dedans et forcément, on s'oublie tout le temps. Et on est toujours à la limite de la rupture. Et c'est bien de se dire que dans ce genre de projet, il faut garder une main pour soi quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Merci beaucoup, Eric. Ouais, merci à toi. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. C'est une sacrée question. Pas facile comme question. Hein. Non, je te laisse dans ton silence. Fermer la porte, c'est marrant, c'est fermer la porte. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à la politique américaine. Parce que je sais que nos années futures vont être intimement liées à ce qui va se passer en novembre. Et comme par hasard, le Vendée Globe, ça correspond toujours à l'élection américaine. C'est tous les 4 ans. Effectivement.
Donc la dernière fois que je suis parti en mer, c'était Monsieur Trump qui a été élu. Je l'ai appris en mer. Et je suis assez terrorisé par ce qui se passe là-bas. Et donc j'ai envie de faire un gros vlan à ça. Et on était aux États-Unis récemment et j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, pourquoi voter pour un tel homme. Et j'ai compris qu'il y avait très peu d'espoir en fait là-bas et donc forcément ça va être un lien à le vlan pour ouvrir. Comment on crée de l'espoir. Et ça c'est pas facile, sans mentir forcément, sans dire les choses que les autres ont envie d'entendre. Moi je crois à la puissance de l'exemple. Tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce qu'on fait en ce moment, c'est de démontrer par l'exemple que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents, en accueillant cette différence qu'on crée, qu'on réussit et qu'on est heureux. Donc j'ai envie d'ouvrir la porte au fait d'essayer. Essayons, faisons des choses différentes qu'on n'a jamais fait. Allons aimer des gens qu'on n'a pas l'habitude d'aimer. Ouvrons la porte. Voilà, ouvrons la porte. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.